et bienvenue dans cette 7e saison du podcast Filles Expat. Ici Kelly, ton hôte, comme toujours, et me revoilà en force pour continuer à te faire découvrir de nouvelles histoires de femmes qui vivent aux 4 coins du globe. Attache ta ceinture, c'est parti! Salut à toi qui nous écoutes et merci d'avoir choisi de prendre le temps d'écouter la conversation que je m'apprête à avoir avec une invitée dont je ne connais pas grand-chose, comme d'habitude. Mais ce que je sais, c'est qu'elle a croisé Marjorie sur les routes d'Australie et Marjorie m'a envoyé un message pour me dire qu'il fallait absolument que je lui tende le micro, car notre invitée du jour n'a pas seulement expérimenté la vie en Australie, mais également au Qatar, à Malte, au Burkina, en Mauritanie, mais également en Finlande, et qu'au milieu de tout ça, elle a fait un burn-out qui lui a fait revoir ses choix. Et je ne peux que apprécier et être totalement alignée avec l'unique phrase qu'elle a dans sa bio sur Instagram et qui dit « On n'a que le bonheur qu'on se donne ». Catel, je vais te prendre un petit peu au dépourvu, car j'aimerais vraiment que tu me dises de façon très spontanée, là maintenant tout de suite, c'est quoi pour toi le bonheur ? Oula, c'est quoi le bonheur ? C'est très spontané. Le bonheur, c'est de profiter du moment présent. Moi, je dirais, ça serait ma première réponse, de profiter de ce qu'on est en train de faire et de rien subir. Et voilà, ça serait ça. Peu importe ce que c'est. Peu importe, même si c'est quelque chose de triste, de pas cool, tu profites quand même. Non, mais oui. Enfin, profiter de ses émotions, peut-être, dans ces cas-là. Profiter du fait de... En fait, savoir apprécier les choses et savoir... Ouais, vraiment, c'est ça. Savoir apprécier les choses. Les choses, que ça soit les plus simples, que ce soit les plus compliquées. Et je pense que quand tu dis... quand il se passe quelque chose de super triste, tu vas pas l'apprécier. Je pense qu'en fait, on peut aussi, avec peut-être du recul, mais on peut apprécier les choses super tristes. Moi, je pense, les pires trucs qui me sont arrivés, je me dis c'est là que j'ai le plus grandi. Donc savoir se dire, ok, c'est là que je vais grandir, c'est là que ça va m'apporter quelque chose. Et là, tout de suite, c'est hyper compliqué, mais en soi, c'est cool, j'ai plein d'émotions et c'est chouette quand même. Voilà. Moi, quand j'ai vu ta bio, je me suis posé la question, parce que j'ai adoré cette phrase, mais je me dis, mais c'est vrai, mais en fait, c'est quoi quand même ? Et j'avais une petite idée derrière la tête de ce que c'est pour moi, mais j'ai quand même été demander à ChatGPT. Je sais pas si tu connais ChatGPT, mais je me suis dit, ça m'intéresse de savoir ce qu'il répond. Donc, avant qu'on rentre dans l'interview, je suis désolée à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Ouais, qu'est-ce que ChatGPT nous a dit ? Donc, il m'a dit, la définition du bonheur peut varier d'une personne à l'autre, mais pour moi, le bonheur, c'est un état de bien-être profond et durable. C'est la sensation d'être en accord avec soi-même, d'accepter les hauts et les bas de la vie, tout en se consacrant sur ce qui apporte de la joie et du sens. Cela peut venir de moments simples comme des relations authentiques, la gratitude, la réalisation de ses passions ou encore un équilibre entre la sérénité intérieure et l'accomplissement personnel. J'ai trouvé ça magnifique comme définition. Bah, c'est pas mal, hein. Et tu vois, au final, on a les beaux moments comme les mauvais moments. Exactement. Je suis plutôt ok avec ChatGPT. Je pense que je peux pouvoir rédiger pour ChatGPT bientôt. Non mais voilà, je trouvais ça super intéressant. Ouais. Maintenant on va passer, parce que du coup on parle là, mais les gens ne te connaissent pas. Ils savent que tu t'appelles Catel, car j'ai quand même cité ton prénom. Mais est-ce que tu peux nous donner ton âge et nous dire de la ville d'où t'enregistres cet épisode de podcast ? Ouais, alors moi j'ai 32 ans. Du coup, je m'appelle Catel, ça tu l'as dit. Et là, j'enregistre de Ossa, en Finlande. Finlande, là où elle a un débardeur. Je lui dis, mais il fait pas froid chez toi ? Parce qu'au moment où on enregistre, on est le 24 septembre. Moi, je commence à avoir froid au Canada. Et il fait très très froid. Il fait très 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 froid. Je lui ai répondu que j'avais 5 pulls ce matin. Mais le chauffage fonctionne bien en Finlande. Exactement. Voilà, il faut. On a besoin du chauffage. Tu m'étonnes. Eh ben écoute, question signature du podcast, comme tu le sais, puisque je t'ai laissé quand même le temps de préparer cette question. Là, je te prends pas au dépourvu sur celle-ci. Mais peux-tu partager avec nous une différence culturelle qui t'a le plus surprise à travers toutes tes expériences et comment as-tu fait pour t'y adapter ? Alors à ça, en fait, au niveau de la différence culturelle, moi j'avais quasiment envie de te répondre justement la différence culturelle. Et en fait, dans le sens où j'ai envie de te parler de la différence d'opinion, de point de vue que les gens peuvent avoir, qui va dépendre au final de là d'où tu viens, de comment t'as été éduqué, de la religion que t'as eue, de ton sexe, de tous les éléments qui t'entourent. Et je trouve qu'en fait c'est hyper intéressant de voir les opinions des gens, les points de vue des gens, qui émanent de ça au final. Et tu peux avoir des débats qui sont géniaux. Je pense que c'est un peu ma manière de m'adapter à ça, c'est des débats que tu peux avoir avec les gens. Parce que autant je pense qu'en France, tu vas déjà avoir des différences culturelles comme ça assez énormes entre les gens. Mais c'est peut-être plus compliqué d'en parler, sachant qu'on vient du même endroit, entre guillemets. Et voilà, je pense que le sujet peut être un peu plus... Les sujets peuvent être plus compliqués à aborder. Alors que quand t'arrives dans un pays complètement étranger et qui n'a rien à voir, entre guillemets, avec le tien,
c'est plus simple pour moi en tout cas à aborder comme sujet, et tu peux avoir des réponses qui sont vraiment géniales et des débats qui peuvent être hyper intéressants. Voilà, moi je sais que j'ai eu des débats que ce soit sur l'avortement, sur les droits des femmes, sur la polygamie, plein de choses comme ça quand j'étais au Burkina. J'ai passé donc 2 ans au Burkina Faso, et j'ai eu des débats comme ça avec des gens qui étaient incroyables. Alors on n'avait pas du tout la même opinion, mais les débats ont été dingues. Une fois je me suis retrouvée en face de mes 4 coachs de sport qui font une tête de plus que moi, qui est en train de me dire mais évidemment qu'on a le droit de tromper notre femme. Et moi j'étais là, bah non les gars, évidemment que non. Mais au fur et à mesure avec le débat, mais tu comprends aussi leur point de vue. Après, j'en ai parlé avec des femmes là-bas. Et du coup, en fait, les femmes m'ont dit, oui, en fait. Et en fait, c'est accepté, c'est comme ça. Et c'est vraiment ça. C'est comme ça que t'as été éduquée. C'est comme ça que ta maman t'a éduquée en me disant, l'homme te trompera et c'est à toi de faire attention à ta famille. Enfin, tu vois, des choses comme ça. Et comme nous, on nous a éduqués que c'était pas ok, en fait. C'est pareil. Oui, exactement. Ouais, c'est vraiment ça. Mais voilà, donc ça mène à des débats assez chouettes. Je trouve ta réponse super intéressante parce que justement, c'est général comme réponse, mais ça dit tout en même temps, tu vois. Et c'est marrant parce que j'ai eu cette conversation hier, justement, puisque je disais que moi, j'avais eu des conversations intéressantes avec des hommes en Colombie, parce que pour eux, la femme doit faire un enfant. C'est limite un devoir pour la femme d'avoir des enfants et de donner la vie et de continuer, tu vois, à ce que la vie dure sur Terre. Et moi, je ne veux pas d'enfants, donc t'imagines bien que la différence entre les deux, c'était bon, pourquoi? Mais je trouve que c'est super intéressant d'avoir ce genre de discussion et de comprendre l'éducation, etc. Donc merci bien pour cette puis vraiment de réponse. comprendre, c'est ça, d'où ça vient. Parce que les gens ont toujours une bonne raison au final, et quand tu l'écoutes, tu te dis ça fait sens. Et c'est assez chouette de se dire on détient vraiment pas la vérité du tout. Non. Parce que tout peut faire sens. C'est là où on parle d'ouverture d'esprit et c'est ça qui est intéressant dans le voyage et dans l'expatriation. Mais d'ailleurs, avant que tu en arrives, on va partir en arrière. Et dis-nous où tu as grandi en France, dans quel cadre familial, qu'est-ce que tu as fait comme études, etc. Alors, moi je viens de Bretagne. J'ai 3 frères et sœurs, donc on est 4. Famille, tout va bien, totalement. J'ai une très jolie enfance. J'étais très 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 timide, donc je me suis ouverte au fur et à mesure. Et donc j'ai fait un bac scientifique. Jusque-là, c'était une catastrophe parce que je comprenais pas du tout pourquoi j'allais à l'école. Donc voilà. Mais je l'ai eu. Et à partir de là, après, j'ai fait 2 ans de photographie. J'ai fait un CAP photo. Et là, pour le coup, d'un coup, je suis passée première de ma classe parce que j'avais vraiment envie de le faire et que voilà, c'était mon truc. Comment t'as découvert cette passion pour la photographie? C'est une bonne question. Je ne sais pas trop, je pense que je prenais un peu des photos à droite à gauche et j'aimais bien ça, et comme je savais pas trop ce que je voulais faire comme étude, en fait c'est ça qui m'a attirée, et je pense que je suis un peu du tac au tac, un peu à me dire j'ai envie de faire ça, je vais aller faire ça. Ouais, tu te poses pas 50 questions. Voilà, quand il faudrait, de temps en temps, ça serait pas mal. Mais du coup, je pense qu'à ce moment-là, c'était j'ai envie de faire de la photo, donc voilà, je vais faire ces études-là, j'ai travaillé, je peux payer mes études, je fais ça. Donc voilà, donc j'ai fait 2 ans de photo, donc j'ai eu un CAP. De là, je me suis dit, finalement, mes parents avaient peut-être raison, c'est peut-être pas suffisant. Donc j'ai fait un bac +3 en infographie. Dans la même école, c'était un peu la continuité, et je me suis dit ça m'ouvre un peu plus de portes derrière. Les fameuses portes. Voilà, exactement. Et je pense que par contre, dans mon éducation, il y avait quand même cette ligne de il faut avoir une carrière. Ils faisaient quoi dans la vie, tes parents? Ils sont ingénieurs. Ok. Et mon grand frère est ingénieur, là mon petit frère est ingénieur, et ma petite sœur, elle bosse dans la biologie, mais en gros, on peut dire qu'elle est ingénieure aussi. Donc je suis un peu le vilain petit canard qui a dit moi je veux faire de la photo. Et après j'ai dit je veux faire de l'infographie. Parce que finalement, vous aviez raison, c'était pas trop assez. Et derrière, du coup, après mon bac +3 en infographie, je suis partie au Qatar. J'ai fait un premier stage qui était au Qatar. Donc qui était en lien avec ta licence? Ouais, c'était vraiment... j'ai fait
toutes les infographies donc pour le Qatar National Day, donc c'est comme le 14 juillet en France, sauf qu'ils créent tout un grand village avec des genres de tentes, avec une tente sur l'éducation, une tente sur la santé, une tente sur les journaux, etc. C'est vraiment tout un village gigantesque. Et donc je devais faire absolument tous les designs de ça, alors que c'était mon premier stage, donc je n'ai pas dormi pendant 3 mois. Mais bon, quand on commence, c'est génial. Et est-ce que tu sais pourquoi le Qatar a décidé d'aller chercher une petite étudiante française de Bretagne ? Parce que c'était une boîte française quand même, si je ne m'abuse, ou Tunis. Le dirigeant était tunisien, mais la plupart de mes collègues étaient françaises. Et donc je pense que le siège était français. Ok. J'ai vraiment un doute. Donc c'est pour ça, c'était des Français qui y travaillaient. Donc même avec un anglais un peu nul, je pouvais y travailler et ça marchait. Et donc tu es allée t'installer au Qatar ou tu l'as fait à distance ? Non, j'ai été là-bas pendant 3 mois. Okay. Ouais, c'était vraiment premier stage assez très intense. Mais très très chouette, histoire de voir autre chose. Et après ces 3 mois, j'ai eu besoin de 2 mois de vacances et je suis partie au Pérou parce que j'avais un pote à l'époque qui avait monté une petite ludothèque au Pérou et je lui ai dit moi j'ai besoin de vacances et je vois toutes tes photos, je viens te rejoindre. Alors avant qu'on en arrive au Pérou, j'ai envie quand même de rebondir sur le Qatar. Est-ce que tu te souviens s'il y a quelque chose au Qatar qui t'avait marqué parce que c'est quand même une culture qui est différente de celle d'où tu venais. Et puis la température sont bien différentes aussi. Est-ce que tu avais réussi à t'adapter assez facilement ? Oui, dans le sens où j'habitais quand même avec des Français, ou des Tunisiens, mais voilà, qui parlaient français dans tous les cas. Après moi la différence vraiment la plus flagrante pour moi là-bas c'était les castes, les niveaux de vie. C'est-à-dire que t'as vraiment les Qataris qui sont tout en haut, qui ne te parlent pas parce qu'en plus c'était une femme. Moi j'avais pas à être voilée ni rien, mais voilà. Donc t'as les Qataris, en dessous t'as les expatriés qui sont quand même, tu sens qu'ils sont quand même bien en dessous des Qataris. Enfin moi c'était mon ressenti en tout cas. Et en dessous t'as les Chinois. Et en dessous, vraiment très très en dessous, tu as les Indiens. Et en fait, quand je suis arrivée, le premier truc qu'on m'a dit, c'est alors les Indiens, tu leur dis pas bonjour. Si tu montes dans un taxi, c'est que des Indiens donc tu leur dis pas bonjour et tu montes à l'arrière. Voilà. Et moi j'étais là, mais enfin non, en fait, on m'a éduquée à un moment, donc je fais pas des choses comme ça. Et finalement, je suis repartie en disant bon d'accord, je comprends parce que tu te retrouves très vite avec une main sur la cuisse et des trucs comme ça. Qui sont pas très agréables quand c'est ton chauffeur de taxi tous les matins. Voilà. Mais c'est vrai que ça m'avait vraiment choqué ce niveau, cette différence sociale entre les gens. Et j'ai pas du tout apprécié. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai pas du tout aimé. Et c'est pareil, dans les supermarchés, là, tu vois vraiment la différence. Parce que quand t'arrives à la caisse, à l'époque, en tout cas, c'était que des Chinois qui faisaient la caisse. Donc ils faisaient passer tes articles à la caisse. Et derrière les Chinois qui sont là, tu as les Indiens qui mettent tes articles dans le sachet. Donc c'est vraiment, tu sens que c'est les Chinois ils ont le droit de faire la caisse et les Indiens ils ont le droit de mettre dans le sachet. Et j'avoue que pour moi j'avais trouvé ça hyper choquant à l'époque. Bah oui, c'est clairement choquant. Et puis toi à côté la femme, même par rapport aux hommes, la différence homme-femme aussi. Ouais, ça m'avait moins perturbée, je dois dire. J'avais vraiment eu ce truc avec les Indiens dans les taxis parce que là pour le coup j'ai vraiment eu des mains sur les cuisses et des choses comme ça ou des regards, mais après la condition des Indiens aussi c'est toujours une question de point de vue de toute façon. La condition de vie des Indiens au Qatar est clairement lamentable, donc on comprend aussi qu'ils puissent essayer de sortir de là d'une manière ou d'une autre quoi. Wow. Et donc tu m'étonnes que là t'as eu besoin de vacances après avoir vécu tout ça. Et donc le Pérou, le Pérou c'était plus du voyage. Le Pérou c'était beaucoup plus du voyage. Donc là j'ai été rejoindre un pote qui était là-bas, qui avait monté sa ludothèque. Donc j'ai pris des billets d'avion pour 2 mois au total. Et je suis restée 1 mois avec lui dans sa petite ludothèque, donc dans un petit village, au fin fond du Pérou, à Ayacucho. Et après, du coup, je suis partie voyager, on est parti du coup voyager pendant 1 mois et on a fait beaucoup la Bolivie, 3 jours au Chili. Vraiment juste histoire de dire on est passé au Chili. Et voilà, donc ça c'était mes premiers voyages. Est-ce que tu avais déjà voyagé avant tout ça, dans ta jeunesse, etc. Ou est-ce que c'était vraiment la première fois en backpack ? Non, jamais de cette manière-là. J'avais fait quelques pays, mais vraiment pas... les pays européens, vraiment à côté de la France, puisque tu les fais quand t'es à l'école, ou avec mes parents, on avait été en Angleterre ou en Espagne, des choses comme ça. Mais après, toute seule,
c'était vraiment les premiers voyages. Et t'avais pas de peur par rapport à ça? Le Qatar, c'est surtout ma maman qui avait peur. En plus, c'était rigolo parce que mon grand frère, lui, faisait un VI, donc un volontariat international en Arabie Saoudite à ce moment-là. Donc elle était là, mais qu'est-ce qu'ils font, mes enfants? Mais c'était plus ma maman qui avait peur, je crois, à ce moment-là. Moi, au final, je me disais, bon bah au pire, y a personne de l'autre côté, je prends un avion dans l'autre sens et je rentre à la maison, je sais pas trop, voilà. Et après le Pérou, vu que j'allais rejoindre un pote, c'était un peu pareil. Je me suis dit, bon voilà, j'avais peur de me frustrer, de rester au même endroit pendant un mois. Parce que ça, pour le coup, à chaque fois que j'avais voyagé jusque-là, moi je sais que dans ma famille, on est du genre à bouger dans tous les sens. Et là, cette fois-là, du coup, je me suis dit, bah, je vais l'aider dans sa ludothèque, donc je reste dans le village. Et donc, pendant un mois, je suis restée dans le même petit village, au Pérou. Et vraiment, à la base, j'ai très très peur de rester dans un seul endroit et d'être très frustrée. Et finalement, je suis repartie de là en pleurs, en disant mais j'aime trop les gens, ils sont trop gentils. Et j'ai vraiment, en fait, j'ai découvert une autre manière de voyager en me disant mais en fait, quand tu restes à un endroit, tu découvres beaucoup plus les gens, la culture des gens, et tu vas pas juste voir des endroits et d'un point A à un point B, comme quand tu fais un voyage et que t'as une semaine top chrono et il faut tout voir, quoi. Ah ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est malheureusement, si on suit le modèle de la société, on peut pas se permettre de partir plusieurs mois comme ça et de se poser à un même endroit. Oui. Et c'est ça le problème, justement. Certes. On nous a pas appris le bon mode de voyage. Mais là, donc t'es au Pérou en voyage, est-ce que tu savais ce qui t'attendait pour la suite, en termes d'études ou en termes de travail? Pas du tout. Non, absolument pas. Je crois que je suis rentrée de là en me disant peut-être qu'on m'avait proposé au Qatar de rester et je me suis dit peut-être que j'aurais dû dire oui à ce moment-là parce que j'avais quand même un bon plan là. et et voilà, mais au final du coup je suis rentrée. Je sais plus, je crois que j'ai dû travailler, enfin j'ai dû avoir des petits jobs de graphiste à droite à gauche. Et après j'ai trouvé un poste un contrat pro. Du coup j'ai recommencé mes études. Donc là j'ai eu un bac+5 en communication et j'ai fait un contrat pro du coup sur 2 ans à Avignon. Et en fait à ce moment-là, au moment où j'ai commencé mon contrat pro, j'ai mon directeur artistique du Qatar qui m'a rappelé en me disant hey, j'ai un poste pour toi. Et moi j'étais là, oh dilemme. Et finalement, je lui ai dit non en me disant bah je me suis engagée sur autre chose et puis voilà, tout apporte quelque chose donc je termine ce que j'ai commencé et voilà. Et donc là, j'ai fait 2 ans à Avignon à ce moment-là. Et ça t'a plu ta petite vie à Avignon? Et ben c'était très très chouette. Ouais, et il s'est passé plein de trucs. J'ai découvert la Via Ferrata. J'avais une Via Ferrata en face de chez moi. C'était incroyable. C'est exactement là où j'ai découvert la Via Ferrata. C'était du côté d'Avignon aussi et j'ai adoré. Est-ce que c'était à Cavaillon? Je sais plus, c'était il y a tellement longtemps. Si tu me dis oui. Parce que moi, j'avais une petite Via Ferrata que je pouvais voir de mon balcon. Qui était dingue, voilà, que je faisais, mais je pouvais la faire 3 fois tous les jours, quoi. Oh, wow. Voilà. Mais bon, après voilà, j'ai découvert plein d'autres activités, et puis non, vraiment une très chouette petite vie. Et puis voilà, du coup, au bout de 2 ans, j'avais terminé mon contrat pro, et je me suis dit, bon, allez, je change. Au fur et à mesure, après, à ce moment-là, j'étais dans une boîte où je faisais de la communication visuelle, surtout du web, donc je faisais beaucoup de web design, et je commençais à trouver ça assez rébarbatif, et je commençais à tourner un peu en rond, et donc j'avais besoin un peu d'autre chose. Donc d'un côté perso, tu te sentais épanouie, mais du côté pro, c'était un peu moins épanouissant. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Donc qu'est-ce que tu as pris comme décision à ce moment-là? Et du coup, de là, j'ai terminé mon contrat, donc voilà. Et je me suis... Alors mes grands-parents ont des petits chalets dans le Jura, donc j'ai été me poser dans le Jura, dans les petits chalets pendant 3-4 mois, je crois. Waouh, sympa la petite pause. Ouais. Oui, j'aime bien les petites pauses un peu longues. Et en fait, je cherchais, je sais pas pourquoi, à ce moment-là, dans ma tête... Je me disais, j'adorerais aller en Afrique parce que c'est un endroit que je connais pas. Et je pense que j'avais eu beaucoup de bons retours sur l'Afrique. Je saurais même pas dire par qui, mais voilà, j'avais vraiment plein de bons retours. Donc j'avais un peu ça en tête. Et puis en même temps, je regardais les posts du coup de VI, donc de volontariats internationaux, comme ce que mon grand frère avait fait. Mais quand on est graphiste, il n'y en a pas non plus des tonnes, parce que souvent c'est beaucoup plus des postes d'ingénieurs. Et en fait, du coup j'ai laissé un peu le temps passer, je regardais, je voulais vraiment une offre qui me convienne et que j'ai envie. Et du coup, il y a un jour, il y a un poste de graphiste qui est passé, qui était au Burkina Faso, donc Afrique de l'Ouest. J'ai postulé.
Incroyable ça quand même. Oui, non mais complètement. Moi, je me suis dit, bon, je tente, mais vraiment, je m'attendais pas à grand chose. C'est vrai que j'ai toujours après un peu cette vision de, bon, quand c'est un poste à l'étranger, j'ai l'impression qu'on va pas me répondre, alors qu'au final, si, et je pense qu'avoir des expériences à l'étranger font qu'on te répond encore plus. Mais voilà, et du coup, là, on m'a proposé un entretien, mais l'entretien était 1 mois après. Donc j'ai attendu pendant 1 mois en me disant je continue de regarder s'il y a des offres, mais celui-là il me tente vraiment bien et du coup je vais attendre. Voilà, la nana un peu Déterminée. Déterminée, exactement. Et du coup j'ai eu mon entretien qui était à Paris. De là j'ai eu un deuxième entretien avec le Burkina. Au final j'ai été prise et du coup de là je suis partie peut-être encore 1 mois après. Je suis partie au Burkina et là je suis restée pendant 2 ans. Et du coup j'étais graphiste à l'Institut français pendant 2 ans. Donc je faisais toutes les affiches, flyers, programmes, de tous les... de tout ce qui est cinéma, concert, café-concert, pièces de théâtre, spectacle de danse, etc. Voilà. Ta maman a pensé quoi quand tu lui as dit je vais partir au Burkina Faso? Sur le coup, elle a dit c'est cool, et juste après, aux infos, ils venaient de faire un reportage en disant au Burkina Faso, attentat, nanana, dans le nord du pays. Et jusque-là, on entendait tout le temps parler du Mali, et on entendait très peu parler du Burkina Faso à l'époque. Et vraiment, mais peut-être 1 semaine et demie avant que j'en parte, il y a eu un reportage vraiment sur attentat au Burkina Faso, et ce qui fait que là d'un coup ma mère était là t'es sûre parce que le Burkina ça a l'air quand même un peu de craindre tout ça, bon voilà. Mais après là je pense que ça commençait déjà à être plus cool. Oui, puis savoir que tu pars dans un institut français, il y aura 2 français, je sais pas, peut-être ça rassure un petit peu. Oui, c'était quand même plus rassurant que mon stage que j'avais fait, que j'avais trouvé, alors à l'époque je l'avais trouvé sur l'étudiant. Mais j'avais des gens en face de moi, j'avais fait un petit entretien, il n'y avait rien de vraiment palpable, en gros, au niveau du contrat ou quoi que ce soit. Autant là, c'est un VI, c'est des contrats qui sont faits par la France. J'avais eu mon entretien à l'ambassade des Affaires étrangères à Paris. Enfin, il y a quand même quelque chose, c'est quand même très très encadré. J'ai eu des dossiers à faire avant de partir, c'est très très long. Je pense que, voilà, on sait que c'est hyper encadré. Je connaissais déjà ma collègue avec laquelle j'allais travailler, qui m'avait donné un peu des petits tips, etc. pour me dire, fais ça, prends ça avec toi, ça tu vas pas le trouver ici, voilà. Donc j'étais quand même beaucoup plus au courant de ce que j'allais faire, de là où je partais. Je savais déjà où est-ce que j'allais habiter. Enfin voilà, je savais tout. Donc c'était quand même beaucoup plus rassurant que le Qatar. Quelle est la chose qu'elle t'avait dit, il faut absolument que tu ramènes ça, parce qu'il n'y en aura pas sur place et ça risque de te manquer? Elle m'avait dit, prends des tampons et des serviettes hygiéniques, parce que franchement, avoir ta marque à toi, c'est quand même très cool. Et ici, il y en a, mais c'est pas le premier truc que tu trouves, donc prends ça. Voilà. Et du coup, je suis partie avec une valise de tampons. Une valise de tampons et de serviettes hygiéniques. Et après, je me suis dit, en fait, tout est là, j'aurais pu tout trouver. Mais comme elle me l'avait dit, j'avais des serviettes hygiéniques pour 2 ans, quoi. Vraiment, je suis partie avec vraiment too much. J'ai été dans l'extrême. Et du coup, après, elle m'avait aussi un peu dit, du coup, si t'as des crèmes hydratantes, des trucs à toi, voilà, prends les trucs parce que ça sera toujours plus simple à trouver qu'ici. Et donc, je suis partie, je pense que j'avais une valise entière. Après, j'avais un fret qui partait, donc c'était assez simple. Mais j'avais une valise entière qui était remplie uniquement de produits hygiéniques. J'avais mes petits shampoings, mais pour 2 ans. J'avais mes petits après-shampoings pour 2 ans. Mon petit mascara pour 2 ans. Voilà, vraiment... truc qui n'a pas de sens. Mais au final, je pouvais tout trouver. Mais voilà, j'avais tout. Donc j'ai eu un placard pendant 2 ans rempli qui s'est vidé au fur et à mesure de tampons et de serviettes hygiéniques. Tu nous as fait un trafic de tampons au Burkina avec les expats françaises, tu sais. J'aurais pu. Allez les filles, 10 € la boîte. Est-ce que tu te souviens s'il y a quelque chose... elle est comment la vie au Burkina? J'ai jamais entendu parler de ce pays, j'ai absolument aucune idée des paysages. Est-ce que tu peux essayer de nous plonger un peu dans cette vie, dans ce pays? Ouais, j'étais comme toi avant de partir, j'ai dû regarder sur la carte où était le Burkina Faso. Je savais que c'était l'Afrique, mais c'est tout. Pour moi, la vie a été très très cool. Après, tout le monde te dira pas la même chose, mais pour moi, la vie a été très très cool et très très paisible. Je pense qu'en tant qu'expatrié, tu vis très bien.
au Burkina. Après, il y a certaines contraintes, comme le fait de... Donc je travaille pour l'ambassade, donc l'Institut français ça fait partie de l'ambassade, et donc on est un peu les bébés de l'ambassade, entre guillemets. Donc j'avais pas le droit de sortir de la capitale, donc je ne connais pas... Enfin moi j'ai vraiment la sensation, je connais Ouagadougou qui est la capitale du Burkina, mais je connais que ça. Ouais, t'es parce pas que sortie, j'ai jamais du coup. été ailleurs au Burkina. Non, voilà, j'ai jamais eu le droit de sortir. On avait le droit au tout début, quand j'étais là, d'aller jusqu'à Bobo-Dioulasso, qui était l'autre ville du Burkina où il y avait un autre institut français. Et en fait, au fur et à mesure, pendant que j'y étais, donc quand je suis arrivée, le pays était en zone jaune au niveau de la sécurité. Et au fur et à mesure, on est passé en zone orange / rouge. / très très rouge, et maintenant ils sont complètement en rouge. Et donc voilà, donc j'avais pas le droit de sortir de la capitale, mais à côté de ça, j'avais ma petite moto qui fait du 50 km/h, mais ma petite moto chinoise qui ne coûte rien à réparer, qui dès que t'as un problème de roue ou de quoi que ce soit, tu t'arrêtes sur le bord de la route, t'as toujours un réparateur et ça te coûte 1000 francs, ça te coûte rien, c'est génial. Enfin, on pouvait aller en boîte de nuit, on pouvait sortir à droite à gauche, enfin vraiment, c'était, je pense que j'ai fait un deuxième 18 ans. Tu vois, quand t'as 18 ans et que tu passes ton temps en boîte de nuit et trucs comme ça, je pense que ma première année au Burkina, la deuxième je me suis calmée, c'était quand même vachement différent, et puis je me suis dit bon, ok, on est là pour 2 ans. Mais la première année c'était vraiment ça. Après, ouais, voilà, tu vois, j'avais ma petite salle de sport, hyper bien, donc là où j'ai eu mes super débats avec mes coachs, justement. Et en fait, ouais, j'avais vraiment ma petite vie. Je pense qu'au final, quand t'es même en France, dans ta ville, tu vas pas tous les jours à 200 bornes de chez toi. Non, clairement, ouais. Et en fait, bah là, c'était pareil. Et du coup, ça m'a jamais trop perturbée de ne pas pouvoir sortir de la capitale. Parce que au final, bah, tu fais ta vie, le week-end tu vas faire tes petites courses, tu te fais à manger. Moi j'avais un petit appart, alors ça c'était particulier aussi. Du coup c'est que bah pareil, comme on travaille pour l'ambassade, bah et la plupart des gens même qui bossent dans des ONG là-bas, tu dois avoir des gardes là où tu travailles, là où tu habites, pardon. Tu dois avoir des barbelés au-dessus des murs qui entourent ta maison. Enfin voilà, il y a tout un check sécurité qui doit être fait. Et du coup, moi, j'avais pas le choix, habiter dans un petit appartement qui était dans une résidence pour expatriés, avec la moitié des gens, c'était donc soit d'autres VI, soit les militaires de l'ambassade, soit les gens qui bossent à l'ambassade. Donc tous mes voisins, c'était que les militaires, les gens de l'ambassade, etc. Mhm. Alors, il y a d'autres VI qui ont pas trop aimé ça. Moi, je trouvais ça hyper pratique, parce que quand t'as un problème, exemple, avec ta machine à laver, qui m'est arrivé, et que tu n'as pas d'arrivée d'eau, et que tu es une petite nénette qui ne sait absolument pas faire ça et qui a un peu envie d'en jouer sur le coup, et ben avoir un grand militaire super sympa à côté de chez toi, c'est trop bien. Parce que vraiment, voilà, on t'aide, c'est trop bien. Voilà, il faut savoir jouer de ça. Ouais, enfin, je comprends ceux qui apprécient pas trop parce que peut-être ils se disent ouais, tu te sens pas immergé dans le pays, etc. Mais je pense que quand tu pars dans des contrats d'expatriation, la priorité c'est quand même ta mission professionnelle avant tout. Je trouve que c'est un peu dur de pouvoir avoir une mission professionnelle de qualité, etc. Et en même temps vouloir s'immerger dans le pays. Ouais. Donc ouais. C'est tout le truc du contrat expat, hein, de toute façon, c'est que tu vas te retrouver avec des expats, mais que c'est aussi fun, comme tu l'as dit, tu revivais tes 18 ans, tu faisais la fête, t'as fait quand même des belles rencontres, même si c'était pas des personnes du Burkina Faso, mais en dehors de tes coachs. Voilà, exactement. Tu rencontres aussi, du coup, les gens locaux. Après, moi, c'est vrai que j'ai toujours eu plus de mal, tu vois, là-dessus, à vraiment... Bah justement, il y a cette différence culturelle qui est tellement grande, mais ça dépend vraiment des gens aussi. Mais moi, je sais que j'ai vraiment cette difficulté à avoir des vraies relations amicales avec les gens et à vraiment créer quelque chose, parce que les discussions sont quand même très très différentes. Je sais pas, tout est vraiment très très différent. Et c'est vrai que moi j'ai vraiment cette difficulté, enfin en tout cas au Burkina ça a été ça, j'ai vraiment eu cette grosse difficulté à créer des vrais liens avec les locaux. Et puis même sur les réseaux sociaux, tu vois, tu vas recevoir des demandes d'amis de absolument tout le monde. Encore aujourd'hui, j'ai des demandes d'amis burkinabés qui m'ajoutent, parce que les gens s'ajoutent tous sur les réseaux sociaux, et tu reçois des saluts ça va toute la journée. Et moi en fait je supporte pas recevoir des messages et répondre à des messages pour créer une conversation où il y a pas de fond, où il y a pas un truc à dire. Et du coup c'est vrai que ça c'est des trucs avec lesquels j'ai plus de mal, et donc j'avoue que j'ai gardé contact avec mes coachs parce que pour le coup, c'était, on passait notre temps ensemble et c'était très cool.
Mais après, voilà, c'est vrai que j'ai plus de mal à créer ce lien. Mais tu sais, j'avais fait un épisode, c'était l'année dernière, je sais plus c'est le combienième, mais j'ai fait un épisode justement sur les amitiés lorsqu'on part vivre à l'étranger, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se plaignent par rapport à ça, que c'est difficile quand on arrive quelque part et que tout est nouveau. Mais enfin moi, ce que j'avais envie de faire ressortir là-dessus, c'est que il faut pas oublier que nous on arrive, les amis qu'on a en France, on les a depuis mais tellement d'années. Ça s'est pas construit en une semaine, en une année, ça a pris énormément de temps. Et donc c'est normal que quand on arrive quelque part, mais toi en plus tu savais que t'es arrivé, que t'allais être là que pendant 2 ans, t'es de passage. Quand tu sais que t'arrives avec un contrat qui va être temporaire, un contrat d'1 an, de 2 ans, etc. Enfin, tu sais, je trouve que c'est normal que ça prend du temps avec les locaux. Moi, je me souviens, quand j'étais dans l'Indiana, la seule raison pour laquelle c'était même pas... Oui, les Américains étaient des locaux, mais c'est parce que c'était des Américains qui venaient d'autres États. Donc, ils étaient aussi arrivés dans un État comme moi, nouveau, où il fallait qu'ils se construisent des nouvelles relations, etc. Mais quand t'arrives quelque part où les gens... Là, par exemple, où je suis dans mon petit patelin de Bragg Creek, là, où les gens, ils sont là depuis 20 ou 30 ans, forcément, c'est pas en 2 mois que je vais réussir à construire des vraies relations. Moi, là, ça m'a pris 1 an avant qu'on commence à se faire confiance, à s'inviter à les uns chez les autres. Mais moi, je pense que c'est totalement normal et c'est sain, en fait. Alors que les expats, comme on est tous dans la même... Pas merde, mais comme on est dans la même aventure, et ben du coup, on se comprend et les liens se créent mais tellement plus rapidement. Et c'est pour ça qu'il faut pas mettre de côté les expats. Au contraire, je pense qu'il faut essayer de créer un lien avec les deux, mais un prendra plus de temps que l'autre, en fait. Donc, c'est pas toi qui as du mal, hein, c'est tout le monde. C'est tout le monde, c'est cool, normal. Merci, trop bien. C'est normal. Yes. Et donc, suite à ces 2 années au Burkina, qu'est-ce qui s'est passé ? Suite à ces 2 années au Burkina, alors du coup, je suis rentrée en France à nouveau. J'ai regardé des offres, voilà. Et alors là, j'ai trouvé un contrat de VSI, donc Volontariat de Solidarité Internationale. Souvent, tu fais ça en premier, donc tu fais ça quand tu vas finir tes études, et ensuite, tu vas faire un VI. Dans l'ordre des choses, c'est plutôt ça, parce que voilà, tu vas faire un VSI plus jeune, logiquement, c'est un peu plus comme un stage. Mais là, c'était un contrat qui était cette fois en Mauritanie, et qui était un contrat de chargé de communication. Et du coup, là, moi, je me suis dit, bon, en soi, ça me fait évoluer dans le sens où, de nouveau, la fin au Burkina, alors j'ai adoré le Burkina, j'ai adoré mon job, et en plus, j'ai pu faire vraiment plein de choses différentes, donc c'était vraiment très très bien. Mais sur la fin, c'est vrai que bon, à chaque fois, toutes les semaines ou tous les mois, j'avais à chaque fois mon certain nombre d'affiches à faire pour tel truc, j'avais mon programme à faire. Voilà, ça devenait assez rébarbatif. Et du coup, je me suis dit, bah, ça peut être pas mal de pouvoir évoluer en chargé de com, voyager. Je pense que de toute façon, dès que je vois un contrat à l'étranger, je me dis, oh, j'ai envie d'essayer. Donc, voilà. Ou, oh, je connais pas cet endroit, donc je veux y aller. Voilà. Du coup, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Et donc, bah, j'ai eu le poste, pour le coup, en Mauritanie, de nouveau. Et donc, je suis partie là-bas. Et alors là, je suis arrivée là-bas et j'ai détesté. Bah, alors, vraiment. J'ai autant détesté le pays que le job. J'ai rencontré les expats autour très très rapidement. Heureusement, parce que ça m'a un peu sauvée pour le peu de temps que j'y suis restée. Mais du coup, j'y ai fait peut-être 2 mois, 3 mois. Et je suis partie, parce que j'ai vraiment pas du tout aimé le job, l'endroit, tout, rien n'allait. C'était quoi qui te plaisait pas ? Alors, avant que je parte en Mauritanie, la personne qui m'a embauchée m'avait dit « Le pays est particulier ». Et moi, je lui ai dit « Bon, écoute, je reviens de 2 ans au Burkina Faso, j'ai été au Qatar, je pense que je devrais m'en sortir. » Et en fait, je saurais pas vraiment dire. Je pense que alors pour le coup, encore une fois, la culture avec les gens, là pour le coup, mon adaptation, vraiment, j'y arrivais pas du tout avec les gens. C'est-à-dire que les discussions avec les femmes, autant au Burkina Faso, j'avais des discussions avec les femmes qui étaient peut-être plus poussée en mon sens, autant en Mauritanie, les femmes en tout cas que j'ai rencontrées, les discussions que je pouvais avoir, elles s'arrêtaient vraiment très très vite à mon mari fait ça et j'ai tant d'enfants et les femmes elles avaient quoi 18 ans et elles me disaient déjà qu'elles avaient 2 enfants ou enfin voilà, il y avait une différence qui qui était très très compliquée. Tu penses que c'est le niveau intellectuel en plus de culturel bien évidemment parce que j'imagine que comme tu l'as dit si elles se marient très jeunes elles font des enfants mais est-ce que du coup on les empêche de pouvoir avoir une orientation professionnelle qui est en lien avec leur passion par exemple? Ouais, complètement. Okay. Je pense que dans tous les cas, les nanas vont quand même assez peu à l'école. Au final, c'est quand même
très souvent l'homme qui rapporte l'argent à la maison. Donc l'homme va avoir le droit de voyager, etc. Et la femme, elle est vraiment là pour faire les enfants. Je pense que j'aurais pu le ressentir ailleurs, mais là, j'ai vraiment... Après, j'y suis pas restée longtemps non plus, donc je pense que c'est les choses qui m'ont frappée, et que les personnes que j'ai rencontrées, vraiment toutes les nanas avec qui j'ai discuté, avaient ce genre de discussion, et j'ai essayé d'aller au resto avec certaines, et je me souviens me dire, mais qu'est-ce que je m'ennuie. J'ai pas envie de dire que c'est le niveau intellectuel, parce que je trouve ça assez méchant de dire ça, mais on peut pas avoir les mêmes discussions, on ne connaît pas du tout les mêmes choses, et vraiment les discussions ne collaient pas, quoi. Et donc ça, j'avais vraiment du mal. Et après, je travaillais pour le ministère de la Santé en Mauritanie. J'ai détesté le job dans le sens où ça m'a fait partir dans les ONG, où moi, en fait, je me suis dit trop bien, parce que justement, j'étais dans le milieu culturel et j'avais envie de découvrir un milieu beaucoup plus humanitaire, en me disant c'est hyper intéressant et je vais faire un truc qui a beaucoup plus de sens, etc., qui apporte beaucoup plus quelque chose aux gens. Et en fait, quand j'ai vu ce qu'on était en train de faire, donc moi j'étais censée faire la promotion de centres de santé pour lequel on avait donné énormément de fonds. Et donc en gros, la France avec la Mauritanie faisait un travail pour rénover des centres de santé, enfin voilà. Et donc j'ai été visiter des centres de santé, et je suis consciente que les choses ne peuvent pas se faire en un jour, mais là vraiment j'ai été visiter des centres de santé en me disant, mais attendez, combien de fonds on a donné là-dedans les gars, parce que là moi je vois pas de lit, des gens assis par terre, et vous me dites on a fait de la peinture. Et en fait du coup j'avais déjà un petit a priori sur tout ce qui est humanitaire, et là j'avoue que maintenant mon avis est quand même très 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 tranché. Mais c'est vrai que je me suis dit, en fait, quand j'étais au Burkina et que je faisais des affiches et des flyers pour des spectacles de danse, en fait, je voyais les gens venir au spectacle de danse, ressortir du spectacle de danse avec ou non le sourire, et en fait, il s'est passé quelque chose. Et je sais que ça s'est passé. Autant là, j'ai plus eu ce truc de... en fait, j'ai l'impression que je dois faire la promotion d'un truc sur lequel, il se passe absolument rien. Et je fais la promotion de quelque chose, histoire de dire, si, les gars, on a fait quelque chose. Moi, ça va pas du tout avec mes, je pense, mes valeurs et le pourquoi je fais ce travail. Et voilà, et en fait, du coup, j'ai détesté, et puis... Mon boss, pour le coup, pareil, il y a encore une histoire de caste en Mauritanie qui est très très présente, et donc mon boss n'était pas dans la meilleure, la plus haute des castes. Je pense qu'il y avait, tu le ressentais énormément, et donc il gueulait énormément, alors voilà, en vrai on arrivait à le calmer, c'était plus un sketch, tu vois, c'était vraiment un personnage, en vrai c'était très très drôle, mais t'as pas envie de vivre ça tous les jours tu te dis, je vais aller le voir, je sais qu'il va gueuler en me disant, non, le blanc il est méchant, et le blanc nanana, et toi t'es là en mode, oui d'accord, oui, le blanc il est méchant, On peut en parler comme deux adultes qui ne sont pas sur les nerfs. C'est exactement ça, mais du coup voilà, ça a créé des scènes assez rigolotes, mais en même temps voilà, je me voyais pas du tout rester là, le job ne m'allait pas du tout, mais après du coup j'ai vraiment développé un réseau social à une vitesse monumentale. Mais voilà, mais c'est vrai que du coup après 2 mois j'ai arrêté, j'ai dit stop parce que ça me correspondait vraiment pas, et je pense que vraiment le job, pour le coup, essayer de promouvoir quelque chose en lequel je ne crois pas, ça marchait pas. Et donc t'as le droit de casser ton contrat et d'abandonner ta mission? T'as le droit, oui et non. Oui, de toute façon il faut pas se rendre malade pour un contrat, quoi. C'est ça, exactement. Je suis vraiment pas du genre à me dire si ça va pas à cet endroit-là, je vais absolument forcer pour rester. Je suis beaucoup plus du genre à me dire, dans ces cas-là, je m'en vais, tant pis, s'il faut que je paye mon billet d'avion, s'il faut que peu importe, mais je vais pas, voilà, je me bousillerai pas pour ça, et voilà. Son bien-être et son bonheur avant tout. Exactement, on a que le bonheur qu'on se donne. Voilà. Donc là, je me suis rendu mon bonheur, et je me suis dit, ok, ça m'a apporté quelque chose, je m'en vais, restons heureux. Voilà, et donc là, tu t'es pris un billet d'avion, tu es rentré en France, ou est-ce que tu es partie autre part? Alors là, du coup, donc j'ai démissionné, j'ai été voir mon boss en lui disant, écoute, j'arrête, et ce même jour, j'ai de nouveau mon directeur artistique du Qatar qui m'a rappelé en me disant, j'ai un poste pour toi, est-ce que ça te tente? Et moi, je me suis dit, ouhou, destin, trop bien, c'est parti. Tu l'as marqué, ce mec, pour qu'il t'appelle à plusieurs reprises à différentes années. Quand même. Je lui ai fait un tatouage, même quand j'avais fait mon... Oh, waouh. Quand j'étais au Qatar, je lui avais dessiné un tatouage. Il aimait bien mon style. Alors moi, je savais toujours pas qu'est-ce que c'était mon style, mais il aimait bien mon style, et du coup, je l'avais même dessiné un tatouage qu'il a en gigantesque sur les côtes. Ah oui, donc tu l'as vraiment marqué. Donc je l'ai vraiment marqué. Je suis gravée en lui. J'adore. Et voilà, et donc il m'a rappelé ce jour-là, donc vraiment je me suis dit,
bah go, enfin s'il y a quelque chose derrière, trop bien, en plus je passe mon temps à voyager, bon voilà. Donc c'était un poste de graphiste à nouveau, et donc je me suis dit bah bon, ça me fait repartir sur un poste de graphiste, mais en soi, voilà, là c'était un poste de graphiste senior, c'était pour l'Arabie Saoudite, et je sais pas pourquoi, c'est quand même des pays, en fait, c'est des pays où personne ne va, vraiment, où tu vas pas en vacances en Arabie Saoudite, tu vas pas souvent en vacances au Burkina Faso ou en Mauritanie. Et du coup, c'est vrai que je me dis, à chaque fois je me dis, bah j'ai envie d'aller voir. Parce que c'est vraiment de la curiosité peut-être. Comment c'est là-bas? C'est quoi la vie? Et puis tu te dis la vie avec tellement différente que c'est trop intriguant, c'est trop intéressant d'aller voir. Et donc là j'ai eu ce poste pour l'Arabie. Et en fait, j'ai commencé à travailler en étant à distance. Donc, je suis rentrée en France chez mes parents, c'était au moment de Noël. On a négocié le contrat et là, il m'a dit, bah par contre, du coup, tu commences maintenant parce que j'ai besoin de toi tout de suite. Alors, moi, du coup, pas du tout prête psychologiquement à ce moment-là à commencer tout de suite parce que je m'étais dit, bah normalement, c'est 3 mois, les gars. Et j'ai pas eu ma pause là. Exactement. Et puis alors moi, faut savoir que je suis assez nulle pour tout ce qui est mail. Voilà, dès que c'est vraiment juste s'envoyer des mails, s'envoyer des trucs, travailler à distance, c'est pas du tout mon truc. Je n'aime pas du tout ça. Souvent, j'ai tendance à détester un peu tout le monde par mail. Donc voilà, c'est pas mon truc. Et donc là, donc il m'a dit, bah on commence tout de suite. Si, moi j'ai besoin de toi tout de suite. Et puis bah c'est vrai que moi j'avais un peu cette pression de je connais un peu ce gars aussi. Et puis voilà, enfin j'ai envie de bosser pour lui. Donc bah tant pis, je commence à distance depuis chez mes parents du coup. Et donc on a commencé direct et c'était en fait comme à l'époque au Qatar, c'était des heures non-stop, pas de week-end, tu termines à 3h du matin, tu reprends à 7-8h du matin et puis tu termines à 22-23h ou à 18h on te dit ah bah là en fait il me faut me faire un logo. Wow. Bon merde, ok, il est 18h, bah on va quand même faire un logo à 18h. Moi je suis beaucoup plus du matin, normalement à 17h ma journée est finie. Donc là tu commences à faire ton logo et puis là il dit j'ai dit au client qu'on l'avait ce soir. Ah, ok, bon, du coup, et puis je travaille pas du tout sous pression non plus. Je suis hyper organisée pour ne jamais être stressée. Donc là, moi, panique à bord, et puis là, il te rappelle, et puis il te dit, et puis en fait, il me faut aussi l'invitation qui va avec. Ah, ok, pour ce soir. Ah oui, mais en fait, le logo, il est pas fait. Du coup, double pression. Bref. Et puis en fait, dès que je faisais des trucs, après, rien n'allait, et puis sous pression, clairement, je fais des trucs un peu dégueulasses. Déjà que je suis pas hyper fière de mon travail en général et que j'ai du mal à aimer ce que je fais en infographie. Là, du coup, je pense que j'avais du mal à aimer et puis en plus, ça allait pas forcément. En plus, je trouve que la créativité, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, qui apparaît. Ça prend du temps, quoi. Il y a des jours où, on va te dire, fais un logo, en 5 minutes, ton logo, il est fait. Il est plié, il est hyper bien et le client, il va adorer. Et il y a des jours où ce truc-là, il passe pas et faudra le faire dans 3 jours. Et en fait, voilà. Et je pense que c'est pas quelque chose qui se contrôle, et puis en plus, du coup, quand tu réfléchis trop, que tu moulines tout le temps, que t'es tout le temps en train de réfléchir, il y a un moment où ton stock de créativité, il tombe, et il y a plus personne, et enfin... Puis tu cumules la fatigue, en plus. C'est ça. Du coup, voilà, donc ça n'a pas du tout marché. Et puis, ce que je faisais en plus, pareil, à l'époque où je travaillais au Qatar, ce que je faisais était quand même à chaque fois imprimé. J'ai fait énormément de choses qui ont été imprimées, et pourtant, quand je regarde maintenant, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'était vraiment dégueulasse. C'était vraiment pas terrible. Mais voilà, on avait quand même imprimé plein de trucs, etc. Donc c'était quand même très très chouette. Et c'est hyper cool de l'avoir fait. Autant là, j'ai quand même, tu te dis, quasiment 7-8 ans après, ton niveau il a vachement évolué. Et pourtant là, plus rien de passé, on pouvait rien imprimer. À chaque fois c'était non, refais ci, non, refais ça, non, le petit trait tu le bouges plus à gauche, le petit trait tu le bouges plus à droite, nanana. Et en fait ça m'a... sur le coup, je m'en suis pas à ce point-là rendu compte. Au début, je me suis dit, ok, je repars comme au Qatar, on dort pas, on fait des trucs tout le temps, et en même temps, c'est trop bien d'avoir un peu de pression, etc. Sauf que, en fait, au bout de pas très longtemps, genre 1 mois et demi, j'ai fait mais en fait, je déteste, je peux pas, j'en peux plus, je suis collée à mon ordinateur H24. Quand je vais dormir, je ne dors plus parce que je rêve de ce que je vais devoir faire. Je m'endors en regardant Pinterest parce que j'ai tellement plus d'idées qu'il faut que je trouve des idées. Et du coup, t'as encore moins d'idées. Et puis voilà. Et en fait, du coup, je me levais le matin, je pleurais, et je me couchais, je pleurais. Et il y a une fois où, je sais plus, il m'a téléphoné en me disant il me faut tel truc. Et là, mais vraiment, ça m'a... impossible quoi. Et donc de là je lui ai dit une première fois écoute je pense que je vais arrêter. Là du coup on en a discuté, il m'a dit ok vas-y
reste, c'est bon, t'inquiète, nanana. Et le lendemain, j'ai fait, mais en fait, non, pas possible. Enfin, où je crois qu'il y avait un truc à faire, je l'ai fait, j'ai tenté une journée, et puis c'était, non, ça c'est pas assez abstrait, non, mais finalement, ça c'est trop abstrait, non, mais finalement, il me faudrait un peu plus abstrait, mais moins abstrait, mais nanana. Et toi, t'es là, mais fais-le, je peux plus. C'est, ok, stop. Et en fait, au bout d'un moment, t'exploses. Voilà. Et donc le surlendemain, je lui ai redit en fait, pas possible. Et donc j'ai arrêté le contrat à nouveau. Bon, pour le coup, c'était un contrat avec l'Arabie Saoudite. Je sais même pas trop quel genre de contrat c'était, mais du coup, voilà. J'ai pu l'arrêter. De toute façon, ça le faisait pas du tout, donc il fallait que j'arrête. Et donc là, pour le coup, j'ai tenu quelque chose comme 1 mois et demi. Et en fait, de là, sur le coup, je pense que je m'en étais pas rendu compte à ce point-là. Enfin, je m'étais pas rendu compte du mal que je m'étais fait en continuant ça. Et sauf que là, en fait, du coup, j'essayais de regarder des offres d'emploi juste après. Puis je suis pas du genre à m'arrêter de travailler. Dès que je travaille pas, je me dis, oh, je fais rien, il faut que je fasse quelque chose. Malgré mes pauses de 3 mois que je peux faire régulièrement, je cherche toujours du travail pendant mes pauses de 3 mois. Oui, tu regardes ce qui se passe. Je regarde quand même ce qui se passe. Voilà, exactement. Et donc là, au final, je cherchais des offres, je regardais tout ce qui passait, etc. Et en fait, mais rien ne me donnait envie. Mais vraiment, plus rien ne me donnait envie. Après, à ce moment-là, du coup, chez mes parents, c'était un peu compliqué parce que, tu viens de démissionner d'un poste, suivi d'un autre poste. Donc, tu viens de démissionner de 2 postes d'affilée en 6 mois. Donc, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas terrible au vu de qui. Enfin, moi, je trouve ça chouette, justement. C'est beaucoup mieux. Mais c'est vrai que sur le coup, je pense que... Et puis, je peux les comprendre aussi un peu. Tu te dis, notre fille, elle démissionne de l'intégralité de ses postes. Enfin... Tu fais quoi? T'es toujours à la maison, t'as 30 ans, et tu démissionnes d'un poste, tu démissionnes d'un autre poste. Bon voilà, et au final, même si c'est vrai que je fais tout le temps des trucs, ils ont leur point de vue aussi, et je peux vraiment comprendre leur point de vue, et sur le coup, leur réaction, pour moi, a été très compliquée à digérer, parce que je pense qu'en plus pour moi j'avais un peu le poste de mes rêves, donc je venais de quitter un peu le poste de mes rêves à me dire j'ai 30 ans, je suis une nana, j'ai un poste pour l'Arabie Saoudite, je suis graphiste senior et je gagne 4000 balles par mois, en fait j'ai plus rien, je viens de démissionner de ce poste là, et puis c'est hyper dur. Pour moi, c'était hyper compliqué de lâcher le poste. Et puis tu te rends compte, je trouve que peut-être tes rêves professionnels là ils viennent de tomber et tu dis maintenant je fais quoi en fait? C'est exactement ça, mais en fait j'ai atteint mon but et en fait je n'aime pas du tout mon but, mais je déteste mon but. Du coup en fait faut faire quelque chose d'autre parce que ce que je voulais atteindre un peu depuis le début, en fait c'est pas du tout ce que j'aime. Et là, tu te dis, retour au point, à la case départ, je fais quoi? Et voilà. Et donc, comme c'était un peu compliqué chez moi, j'ai été habitée chez une copine. Je suis retournée à Avignon, j'étais habitée chez une copine pendant 3 mois. J'ai fait 2-3 petites séances de psy, qui m'ont fait vachement de bien. Et en fait, de là, j'ai une copine qui m'a dit, mais qu'est-ce qui te donne envie? Et moi, je lui ai dit, mais les seuls trucs qui me donnent envie là en ce moment, c'est, je vois sur LinkedIn des offres qui passent pour des refuges de montagne à reprendre. Et je lui dis, mais j'ai aucune expérience là-dedans. Et en soi, j'avais plein d'entretiens à ce moment, et à chaque fois, j'allais aux entretiens et je revenais en disant, je déteste, j'ai pas du tout envie de faire ça. Le community management, ça me saoule. Le graphisme, ça me saoule. Tout, je veux plus faire ça, je ne vois plus l'intérêt de faire ça. Et par contre, voilà, donc il y avait les refuges de montagne. Et sauf que je lui dis, mais ça a pas de sens, enfin ça va pas du tout avec ce que j'ai fait jusque-là. Et puis ma pote, elle me dit, mais tu t'en fous, tu vas faire une saison, au pire pour l'instant dans un refuge de montagne, et tu verras bien. Voilà. Et en fait, du coup, il m'a fallu 2-3 jours. Là, je me suis dit, ok, je vais postuler. Et donc, j'ai postulé à 3 offres. Et il y a un gars qui m'a répondu le soir en me disant, est-ce que ça te dit qu'on se fasse un entretien? Donc, je lui ai dit, ok. Et donc, jusque-là, tous les entretiens, mais je pense que j'avais eu une dizaine ou une quinzaine d'entretiens entre-temps. Et à chaque fois, j'étais là, je ne veux pas du tout de ce poste. Et là, en fait, donc j'ai fait ces entretiens. Et en fait, ça a duré 1 heure. Et je suis repartie de là en me disant, je sais pas, c'était vachement chouette. Et le gars a l'air hyper sympa. Et le poste a l'air vachement sympa. Et du coup, mais sauf que vraiment au fond de moi, j'étais là, mais je peux pas faire ça. C'est pas possible. C'est tellement à l'opposé de ce que j'ai fait. C'est fou que ce soit toi qui te mette des barrières par rapport à ça. Parce que c'est en testant qu'on apprend, donc c'est normal que ça corresponde pas, mais si tu testes pas. Ouais.
Eh ben oui, eh ben alors ça c'est vraiment à ce moment-là que j'en suis rendu compte. Du coup, je me suis rendu compte que ce que j'avais fait grâce à mes petites séances de psy aussi, c'était un très joli burn-out. Donc un burn-out peut arriver au bout de 2 semaines si on veut. Là voilà, c'est en 1 mois et demi, mais alors vraiment ça peut arriver très très vite. Et en fait du coup, mais voilà, je me suis dit bah en fait ok, j'ai rappelé ma psy et je lui dis j'ai ce poste là et ça a l'air vachement chouette, mais genre je veux pas y aller, genre j'arrive pas. Puis voilà, et en fait on en a discuté 5 minutes et elle me dit mais pourquoi t'as postulé? Parce que ça me donnait envie. Ah bah ouais, bah peut-être que du coup j'y vais. Et voilà. Et en fait de là du coup j'ai été serveuse du coup donc sur un resto d'altitude qui est à côté de Chamonix et c'était extraordinaire et j'ai adoré et donc j'ai passé une première saison d'été là-bas où voilà j'étais serveuse et je faisais un peu les desserts tout ça et de là j'ai passé une deuxième saison d'hiver là-bas et voilà c'était très très chouette, c'était complètement différent. Ouais, parce que là tu sortais clairement tu sortais de ton écran pour te connecter aux gens, ouais, à la nature. C'est vraiment ça. Et puis en fait pour moi c'était hyper dur aussi de me dire je passe d'un super poste de graphiste à serveuse. Mais c'était vraiment juste un sentiment que pour moi, enfin c'était très très nul de me dire mais je crois que je rétrograde, faut pas que je fasse ça, alors que pas du tout en fait. Si c'est ce que t'as envie de faire, fais-le. Et en fait voilà, c'était trop bien, j'ai adoré. Je me suis dit mais moi je veux voir des gens tous les jours. Moi, ça me fait trop rire parce qu'en plus, tu disais que tu étais introvertie et timide. Et pour toutes celles et ceux qui me connaissent et qui ont suivi ce qui s'est passé pour moi ces dernières années, j'ai exactement vécu la même expérience que toi où tu te dis, je suis passée d'ingénieur à entrepreneur, à consultante, tu vois. Ah, bah maintenant j'ai envie de faire serveuse dans un saloon au milieu des Rocheuses, tu vois. Et pareil, j'ai eu ce sentiment, je crois que j'ai mis 3 semaines avant de dire à mes parents que j'avais commencé comme taf de serveuse. Parce que je me suis dit, mais ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle est passée d'ingénieur à serveuse? Et finalement, je pense que oui, il faut arrêter justement toutes ces classes, tu vois, sociales, intellectuelles et tout ça. En fait, il faut juste faire ce qui nous fait vibrer et ce qui nous fait nous sentir en vie. Et à 18 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, ça peut évoluer, ça peut changer. Et c'est OK, en fait, il faut juste l'accepter. Et on s'en fout de ce qu'on fait, on s'en fout d'où on est, etc. C'est juste, il faut faire quelque chose qui nous procure le bonheur. On en revient toujours au bonheur. Exactement. Mais qui nous fait nous sentir vivantes, en fait. Ouais, et je pense qu'en fait, enfin moi ce dont je me suis rendu compte à ce moment-là, c'est qu'on se met des barrières tout seul, parce que moi je me suis dit le jour où je vais dire ça à mes parents, ils vont me dire encore mais qu'est-ce que tu fous, maintenant tu deviens serveuse, genre tu nous as tanné pour faire des études de photo, d'infographie, de communication, et là tu deviens serveuse alors que t'avais le super job. Et en fait je leur ai dit ça et je m'attendais vraiment à pas du tout à la réaction qu'ils ont eue, où ils m'ont dit ah ouais c'est cool, bah ouais fais ça. Et après ils sont venus me voir pendant l'été et ils m'ont dit mais t'as l'air trop épanouie, c'est trop bien. Là je me suis dit mais c'est moi qui me mettais vraiment des barrières. Et c'est très très chouette le jour où tu te rends compte de ça. Ouais, non, c'est clair, c'est vraiment chouette. Mais ça n'empêche que tu n'es pas restée à Chamonix. Ça n'empêche que je ne suis pas restée à Chamonix. Donc là, de Chamonix, je me suis dit, maintenant que j'ai plus de carrière, que j'ai plus du tout envie de repartir dans l'infographie, enfin que j'ai plus de carrière, voilà. J'ai toujours une carrière, mais j'ai plus de carrière d'infographiste, que je peux faire tout ce que je veux, en fait. Et là, je commence vraiment à m'en rendre compte. Et là, je commence vraiment à remercier ce burn-out en me disant, mais je peux faire tout ce que je veux, c'est trop bien. Et du coup, je me suis dit, j'ai toujours vu ces gens qui partent soit en Australie, soit en Nouvelle-Zélande, soit au Canada, en prenant un PVT et en n'ayant aucun plan. Et à chaque fois, je me dis, waouh, mais c'est trop chouette. Et vraiment, je pense que je me dis ça depuis que depuis que je suis gamine. Et du coup, là, je me suis dit, vas-y, moi, je vais faire pareil. Et c'est la même copine, d'ailleurs, qui m'avait dit, mais pourquoi tu postules pas dans un refuge de montagne, qui m'a dit, mais je te verrais bien partir en Australie. Puis là, je fais, ah ouais, c'est pas faux. Donc voilà, donc elle dirait, je pense qu'elle influe ma vie, maintenant. Si elle écoute ce podcast, attention à ce que tu lui diras la prochaine fois, parce que ça risque d'influencer mes choix. Actions. Et du coup, voilà. Donc là, je me suis dit, je vais faire ça, moi aussi. Et je vais partir, donc j'avais déjà 30 ans. Donc je pouvais plus partir en Nouvelle-Zélande, parce que c'est jusqu'à 30 ans. Et donc je me suis dit, vas-y, je vais en Australie. Et donc là, pour le coup, j'en ai parlé à personne. Parce que j'ai encore ce truc, je pense, par contre, où je me dis, j'en parle pas. Comme ça, j'ai les opinions de personne. Comme ça, je peux me mettre aucune barrière en écoutant ce que les gens vont me dire. Et une fois que c'est fait, j'en parle. T'as tellement raison.
Et du coup, j'ai pris mon visa, j'ai tout fait, et puis dans le train pour aller à Paris, parce qu'après j'ai une visite médicale à faire, etc. Là, j'ai eu ma mère au téléphone et je lui ai dit « Ah, je suis dans le train parce que du coup, j'ai fait un visa pour l'Australie et du coup, j'ai une visite médicale à faire, mais alors, vu le prix que j'ai déjà payé pour tout ça, je vais forcément y aller. » Voilà. Du coup, je suis partie en Australie, j'y suis restée 1 an, les 2 premiers mois ont été hyper chauds parce que vraiment j'avais rien regardé pour le coup, j'avais vraiment rien regardé du tout sur l'Australie et je savais pas si je voulais travailler, mon anglais il était très nul, je savais pas si je voulais voyager, je savais pas si je voulais acheter une voiture, si je voulais faire du bénévolat, voilà, je savais rien du tout, j'avais juste 5 jours d'hôtel. Et puis voilà, du coup je suis arrivée là, et puis en fait, donc les premiers mois étaient très mouvementés, avec beaucoup de hauts, beaucoup de bas, voire des très très bas. Il y a eu un moment où j'ai fait du woofing, donc du bénévolat, en gros chez un gars, donc tu vas chez quelqu'un pour l'aider, et en échange t'es nourri et logé. Et donc là, je suis arrivée chez un gars et qui en fait en 5 minutes m'a dit que j'étais très jolie, que je sentais très bon, et il m'a demandé si c'était bizarre de me demander ça, et voilà, et du coup là j'ai fait ok, je peux pas, je viens de faire 5 heures de bus, ouais, j'étais pas du tout bien d'être là. Et en fait, au bout enfin, pas très longtemps, du coup, je lui ai dit, je suis désolée, mais je me sens pas du tout à l'aise, et en fait, du coup, je vais repartir, et sauf qu'en fait, je suis partie de là en me disant, mais je suis une personne horrible, et puis derrière, tout le monde m'a dit, mais non, mais en fait, en 5 minutes, il t'a dit que t'étais très belle, et que tu sentais très bon, et il avait jamais vu des aussi jolies filles que toi, pendant, je sais pas trop combien de temps, et c'est très malaisant, en fait, cool. Et voilà, et en fait, bon voilà, mais du coup, moi, je me sentais une très très mauvaise personne en partant de là, et donc bon, je suis quand même partie. J'ai dû faire du stop pour partir de chez lui, parce que souvent quand tu fais du woofing ça peut être dans des endroits très excentrés, enfin voilà, très paumé, exactement, donc c'était ça. Donc j'ai fait du stop, j'ai pris 3 voitures différentes, et là j'ai pris un bus et je me suis dit il faut que je parte très très loin d'ici, ça n'allait pas du tout, et j'étais en mode il faut que je parte très très loin d'ici, et là je me suis retrouvée à Sydney, il faisait très très froid à Sydney, j'ai fait 12 heures de bus, je suis arrivée le matin à 7 heures, et voilà, et en fait là j'ai pris 1 semaine, je me suis dit ok, souffle, mais parce que vraiment sur le coup, vraiment moment hyper compliqué, et en fait je pense que quand tu voyages tout seul comme ça, tu peux remonter tout aussi vite et aller genre hyper bien d'un coup. Et là j'ai rencontré les gars qui étaient dans ma chambre, j'étais dans une petite chambre de 4, c'était 3 Français hyper sympas, avec qui on a super bien sympathisé, tous les gens dans l'auberge étaient trop chouettes. Et donc en fait, ça a été vachement mieux direct. Et puis là, je me suis dit, bon, il fait quand même trop froid. C'est fou parce que là, ce que tu es en train de dire, et c'est important, je pense, de le souligner, c'est que les rencontres, ça fait tout. Ouais. Tu peux très bien tomber sur une rencontre qui va te faire flipper et qui va te faire mal à l'aise, qui va complètement changer la donne de ton aventure, et à l'inverse tomber sur un groupe de Français qui te font te sentir super super contente, et donc du coup pareil, ça va encore shape, je sais même plus comment on dit, façonner, je sais pas c'est quoi en français, mais en gros ça va dessiner un peu ton aventure, et c'est vrai que les rencontres c'est tellement puissant quand tu voyages ou que tu arrives dans un nouvel endroit. Mais c'est vraiment, enfin au final je pense que c'est ça qui fait tout un peu partout, c'est vraiment les gens avec qui t'es, parce que je pense que tu peux être dans l'endroit le plus beau du monde, si t'es avec les pires personnes au monde, enfin pour toi hein, toujours, ça sera pas du tout agréable, alors que tu peux être dans le pire endroit au monde, si t'es avec les plus belles personnes, ça sera trop chouette quoi, enfin tu vas pouvoir passer des bons moments, tu vas pouvoir te marrer, et puis tes moments difficiles, en fait, ça va parce que t'es avec des personnes cool, et ça va te remonter le moral, et du coup, en fait, ouais, tu vas pouvoir passer beaucoup plus de choses. Puis en plus, quand on est seul, justement, pour nous, c'est encore plus impactant, je trouve, parce que on n'a jamais ce repère. Enfin, on en parlait avec Marjorie il y a 2 jours, où quand tu voyages en couple ou quand tu voyages en solo, quand t'es en couple, t'as toujours un repère, en fait. T'as toujours une personne, un paramètre qui ne varie pas. Ouais. C'est la personne avec qui t'es. Alors que nous, nos paramètres, ils changent tout le temps. On n'a rien qui est stable à part nous-mêmes, il n'y a rien qui est stable. Et même nous, on n'est pas stable dans nos émotions, donc au final... Et nous, on n'est franchement pas forcément stable. Moi, je suis vraiment pas stable du tout. Vive l'instabilité. Exactement. Mais tu vois, j'en parlais aussi avec Marjorie l'autre jour de ça, justement, et puis elle me dit, non mais qu'est-ce que c'est que d'être stable, en fait, hein, on a tous notre vision de la stabilité, et au final, c'est pas parce que tu changes de boulot tout le temps que t'es instable, c'est pas parce que tu changes de partenaire que t'es instable, ou que t'es pas en couple que t'es instable, et c'est vrai, c'est vraiment des visions qu'on a, en fait on peut être largement tout aussi stable, enfin, tu vois, moi j'ai jamais gardé un travail plus de 2 ans,
Mais en fait, j'ai quand même toujours travaillé, j'ai toujours été autonome, j'ai toujours... En fait, au final, voilà, je suis quasiment jamais en couple, machin. On est stable dans notre instabilité. Exactement. On est quand même un peu stable, finalement. Et donc, à partir de là, donc Sydney, l'aventure a changé pour toi, elle s'est améliorée? Sydney, ouais, bah... Oui, je me suis dit, ok, à partir de là, je remonte, parce qu'en fait, il fait trop froid à Sydney. Je me suis dit, là, faut que je prenne des décisions, vraiment. Je suis arrivée à Sunshine Coast. À Sunshine Coast, je me suis dit, il faut que j'essaie de trouver un job. J'ai trouvé. Je me suis dit, bah ok, en fait, je peux avoir des boulots, même avec mon anglais un peu nul. Puis finalement, je me suis dit, en fait, c'est pas ça que j'ai envie de faire, parce que être serveuse au bord de la mer avec des expats partout, bah... Voilà, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Genre, je pense que j'avais envie de quelque chose de différent, mais je le savais pas encore. Et donc, on m'a parlé d'une agence de recrutement pour les endroits isolés, que j'ai du coup un peu contacté et un peu harcelé. Et donc, ils m'ont proposé un poste en plein milieu du désert, donc en plein milieu du centre de l'Australie, à 3 heures de la première ville, dans une station. C'était un poste de housekeeping, donc c'était vraiment faire le ménage. Et moi je me suis dit, bah c'est quand même vachement bien, vu que mon anglais est un peu nul, faire du ménage, y a pas trop besoin de parler, et j'aurai mes collègues. Donc voilà, et en fait du coup j'ai été là-bas, et c'était hyper chouette parce que la moitié de l'équipe était australienne, et la moitié de l'équipe était expatriée. Et ce qui fait que, bah encore une fois, quand tu restes à un endroit, tu rencontres vraiment les gens. Et là, en restant 3 mois à cet endroit-là, j'ai vraiment rencontré les gens, je me suis vraiment fait des potes, et c'était très très chouette. Donc voilà, donc j'ai fait mes 3 mois là, et après mon frère est venu me voir en Australie. Donc pendant 1 mois, on a voyagé. Et là, j'ai recontacté juste après l'agence en leur disant, bah je recherche à nouveau un poste. Et là, ils m'ont proposé du coup le poste où j'ai après rencontré Marjo. Donc un poste de serveuse dans un pub. Sur Kangaroo Island. Ah, c'est donc là que vous êtes rencontrés. On s'est rencontrés, voilà, exactement. Et du coup, j'ai été travailler dans ce pub. Au début, pareil, je me disais, bon, mon anglais, il est toujours pas terrible. Et donc, je me suis dit, on va voir, je vais quand même demander si je peux avoir le poste. Et voilà, donc j'ai été serveuse, ouais, dans ce pub. Mais pub vraiment australien, donc le vrai pub australien, donc c'était très très chouette. Et voilà, j'ai fait ça pendant 5 mois. Et puis il y a eu un jour où j'ai eu un déclic en plein milieu de la salle où tout le monde parlait, et j'aime bien répondre un peu du tac au tac aux gens quand il y a une petite phrase et lancer un truc. Et là ils parlaient tous en anglais avec leur super anglais australien, et je comprenais rien du tout. Et ah, ils ont un sacré accent. Oui, ouais. En plus. Et en fait du coup j'ai eu j'ai envie de rentrer à la maison, je veux rentrer, voilà. Et du coup j'ai commencé à re-regarder les offres d'emploi en France, pour le coup, en me disant, je pense que je vais bientôt rentrer. Enfin, et je pense que justement, depuis ce burn-out, je suis mon instinct beaucoup plus, chose que je ne faisais pas du tout avant, je ne m'écoutais pas du tout, et maintenant je suis vraiment... Je me dis, si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Et si je sens qu'il faut que je fasse quelque chose, on va dans ce sens-là, en fait. Et donc je me suis dit, j'ai envie de rentrer à la maison, donc voilà. Donc je vais chercher un poste en France, et j'ai recherché dans les refuges de montagne parce que j'avais adoré ça. Et en fait, en cherchant dans les refuges de montagne, j'ai trouvé un poste en Finlande, et là... le côté Catel veut voyager est revenu, et je me suis dit, oh là là, faut que je postule. Et du coup j'ai postulé en me disant encore une fois, de toute façon ça répondra pas. Et sauf que ça a répondu, et on m'a dit oui. C'est trop drôle qu'à chaque fois tu crois qu'on va pas te répondre. Si, les gens ne sont pas... S'ils cherchent quelqu'un, ils vont te répondre. Et oui, mais je sais pas, j'ai vraiment toujours ce truc de me dire, on me répondra pas. Et à chaque fois, voilà. Enfin, à chaque fois, non, je pense pas, mais quand même, du coup, plusieurs fois, on m'a répondu en me disant, ouais, vas-y, on me propose un entretien. Et puis, l'entretien se passe bien. Et puis, du coup, je le poste en Finlande. Et puis là, je me suis dit, je rentrerai en France après. Du coup, c'est trop con, je connais pas du tout les pays du Nord. Allez. Et voilà. Et du coup, de là, je suis arrivée en Finlande. Et donc là, ça fait 4 mois que je suis là. Je suis en train de terminer ma saison. Je pars à la fin de la semaine. Donc là, cette fois, à la fin de la semaine, je rentre en France. Et je n'ai... Dans quelques jours. Dans vraiment quelques jours, exactement. Et du coup, là, pour le coup, je suis encore, du coup, cuisinière. Vraiment beaucoup cuisinière. Je pensais pas du tout de ça à la base. Le poste m'a pas été
En tout cas, on s'était pas compris, peut-être, pendant l'entretien, je ne sais pas, mais moi, je pensais avoir un poste beaucoup plus de serveuse, de faire de l'accueil, de faire un peu de tout, et d'aider à la cuisine. Et au final, je me suis retrouvée à faire de la cuisine, à faire des buffets pour des gens, donc je me suis rendu compte que j'avais une âme de cuisinière et de pâtissière absolument incroyable, surtout. C'est incroyable ça, parce que c'est quand même pas, c'est pas de nature. Mais oui, non mais finalement je suis une merveilleuse pâtissière. Pardon, voilà, il y a plein de commentaires sur mes gâteaux qui sont dingues. Donc c'est plutôt chouette, je ne savais pas ça du tout, donc ça prend des talents des fois. Et voilà, donc j'en suis là. En gros. Et est-ce que du coup tu as été ravie en soi de cette expérience en dehors du fait qu'elle t'a apporté des connaissances sur toi-même que tu ne connaissais pas? Qu'est-ce que tu retiens de la Finlande? Je pense les gens, encore une fois, parce que ouais, il y a des gens avec qui j'ai bossé qui sont trop chouettes. Là je me suis retrouvée, il y a une stagiaire qui est arrivée, on s'est rencontrés, quand on est arrivé exactement en même temps. Donc on s'est rencontrés à l'aéroport d'Helsinki et on est venu jusqu'ici à Ossa. Ensemble, il y a un lien qui s'est créé qui était incroyable et là elle est partie il y a 1 mois parce qu'elle terminait son stage et on s'est retrouvés comme deux madeleines en train de pleurer à l'aéroport et en vrai c'est trop chouette. Enfin tu te dis je connais quelqu'un depuis 3 mois. Elle était de quelle origine? Elle était française. Alors en fait l'endroit où je travaille ici c'est en fait c'est que des Français parce que c'est une agence de voyage française qui envoie des groupes la plupart du temps ici pour faire des activités. En hiver, ça va être du chien de traîneau, ça va être des randos en raquettes, du ski de rando, etc. Et en été, du coup, ça va être du VTT, du canoë, de la cani-rando, plein de choses comme ça. Et voilà, donc en fait, toute l'équipe est française, on a juste avec nous une Russe et une Finlandaise. Donc voilà, donc tout le monde parle français, donc mon anglais ne s'améliore toujours pas beaucoup, mais je pense que je suis la personne qui a le plus voyagé, qui a l'anglais le plus nul de cette planète. Mais comme quoi on se débrouille vraiment toujours pour se faire comprendre. Et là du coup, parce que tu sais que tu pars dans quelques jours, est-ce que tu as commencé à faire tes recherches sur qu'est-ce que je vais faire par la suite? Ou est-ce que là tu dis non, je profite du moment et je verrai bien une fois que je rentre en France? Pour la première fois, je suis assez sereine. Je pense que l'Australie m'a beaucoup apporté ça. Le fait d'être sereine sur... je suis vraiment pas sûre de ce qui va se passer après. Et alors pour le coup, je me laisse aussi me porter dans le sens où mon instinct me dit, et me disait déjà avant que je parte d'Australie, j'ai envie de faire une formation en sport, instructeur de fitness, choses comme ça. C'est quelque chose qui m'attirait déjà. Enfin, je fais quand même pas mal de sport, c'est quelque chose qui m'attirait déjà pas mal. Quand je suis partie d'Australie, j'avais sur Kangaroo Island justement, j'avais ma petite salle de sport qui était derrière mon travail où j'y étais tous les jours avec mon coach aussi. Et tous les vendredis, je leur donnais un petit cours de Tabata et un petit cours de cardio. Et voilà, et c'était assez rigolo, et c'est vrai que c'est quelque chose auquel j'avais pensé déjà un peu avant l'Australie. Là, à la fin de l'Australie, j'y avais déjà pensé. Et au final, comme j'ai trouvé mon poste ici, je me suis dit, oh bon, on verra. Et là, je pense que en vrai, bon, en plus le fait d'être cuistot, je pense que c'est quand même pas mon truc d'être cuistot. J'étais un peu seule dans ma cuisine et c'est quand même pas trop mon truc à moi. Et vraiment, ça m'a fait réfléchir à... Moi, c'est ça que je voulais faire quand même avant. C'est quand même à ça que j'avais pensé. Et du coup, j'ai un peu regardé les formations que je peux faire. Je me suis un peu renseignée à droite, à gauche en France. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire en France, pour le coup. En me disant, j'ai envie d'avoir un diplôme, quelque chose de reconnu en France. Et je pense que je commence à avoir un peu ce truc aussi, un peu, quand même, j'ai envie de rentrer à la maison. Que je n'avais jamais eu avant l'Australie. Et je sais pas si... une fois que je serai rentrée à la maison, je vais pas avoir mais en fait j'ai envie de repartir, j'ai pas du tout envie d'être là. Mais j'ai vraiment ce truc de je crois que j'ai envie de me poser un peu. Il y a des moments où j'en ai un peu marre de pas savoir ce que je vais faire dans 3 mois et de devoir rechercher quelque chose à chaque fois. Ah c'est épuisant. Hein. Hyper fatigant. Et c'est hyper chouette parce qu'en fait je me dis, je pense que ça va me manquer hyper vite. Parce que j'adore rencontrer des gens et voilà. Mais en même temps, là, je pense que je commence à fatiguer un peu de tout le temps bouger, de tout le temps être à un endroit à un autre, et tout le monde va toujours te dire ah mais c'est trop chouette, tout le temps en voyage, et tu fais plein de trucs, et non, et toi t'es là, ouais, non mais arrêtez, parce que des fois c'est pas chouette. Et des fois je suis fatiguée, et voilà, et je pense que c'est vrai que, j'ai eu ce truc-là en partant d'Australie, vraiment j'avais eu ce déclic ce jour-là à me dire,
mais j'ai envie de pouvoir répondre aux gens du tac au tac, et là je peux pas. Du coup j'ai envie de rentrer à la maison, et là j'ai trouvé la Finlande, et puis en soi, bon voilà, les 3/4 des gens avec qui je bosse sont français, donc c'est quand même très très simple, et voilà. Mais je suis à 1 heure de la ville, donc à part les gens avec qui je travaille, ben on rencontre pas d'autres personnes, tu peux pas vraiment te créer ta routine, et c'est vrai que je crois que j'ai un peu envie de retrouver ça. Donc je me dis, bon, bah je vais peut-être rentrer en France, vu que j'avais envie de faire du sport, bah je vais peut-être me lancer là-dedans un peu. On va voir, ça se trouve, je vais faire une formation, et puis en fait, derrière, je veux pas du tout avoir envie de faire ça, et ça se trouve, je vais trouver un autre poste à perpète avant de faire la formation, et je vais pas faire la formation. mais voilà. Je reviendrai vers toi d'ici 6 mois ou 1 an, c'est et ça. on fera une mise à jour de ce qui s'est passé. Pour savoir ce qui s'est passé, exactement. Non, mais je trouve que c'est génial, et moi c'est un peu la vie que j'ai envie de mener aussi, même si, comme tu l'as dit, c'est très épuisant, mais aussi qui est vraiment... Enfin, tu vois, moi là, je suis pas encore partie du Canada pour mes nouvelles aventures, je pars dans quelques semaines, qu'on est déjà en train de me demander, mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu reviens? Et en fait, je suis, mais les gars, laissez-moi déjà partir, en fait. Pourquoi essayer de se projeter toujours mais carrément, autant de mois ou d'années à l'avance? Ouais, j'allais dire, mais tu vas où, du coup? Salut, c'est la Kelly du montage. Si vous voulez la réponse à cette question, je vous invite à écouter l'épisode qui a été mis en ligne juste avant l'épisode de Catel, le 12 octobre 2024. Mais avant ça, voilà la suite de ma conversation avec Catel. Ouais, et puis en fait, tu te rends compte qu'il y a toujours des choses qui se présentent à toi. T'as toujours plein d'opportunités, d'options, tu rencontres des gens, il y a toujours plein de trucs à faire, donc c'est ça, le bouche à oreille, les contacts, etc. Ça fait tout, donc puis on verra bien. Et puis ça se trouve, si je me plais pas au bout de quelques mois, je reprends un billet d'avion, je reviens ici. Enfin, tu vois, je pense qu'il faut arrêter de se mettre tout le temps la pression et voilà, comme tu le dis, suivre vraiment ses sentiments, ses instincts, ses déclics. Non, mais il y a des trucs comme ça que tu fais vraiment. Alors moi, je sais que j'ai fait comme ça, du coup, juste après mon burn-out, quand j'étais chez ma pote, j'ai fait un rêve où j'ai fait du kitesurf. J'avais toujours voulu faire du kitesurf avant de ma vie. Et du coup, je me suis réveillée le matin en disant, je vais faire du kitesurf. Et donc j'ai envoyé un message à une autre copine que j'avais pas vue depuis perpète, en lui disant, j'ai vu qu'il y avait un spot de kitesurf vers Perpignan et je sais que t'habites vers là, alors du coup, elle m'a dit, mais viens, j'habite à côté, je fais un stage de kitesurf en ce moment, tu viens à la maison. Et en fait, on s'était pas vus depuis des années. Et je suis partie chez elle pendant 1 semaine, on a fait du kitesurf tous les jours. Il y a eu un jour où il y avait pas de vent et en fait on a été faire de la plongée, j'avais jamais fait ça, j'avais une peur bleue de la plongée. En fait c'était trop bien, et du coup elle m'a dit, mais reste 1 semaine de plus, et tu fais ton niveau 1 de plongée. Et du coup j'ai fait, bon ok. Et du coup je suis restée 1 semaine de plus. Et voilà, mais il y a des trucs comme ça, t'en rêves, où t'as envie, où tu vois un signe, et en fait faut vraiment les suivre, je pense, ces trucs-là. Enfin, autant qu'on peut. Ouais, il faut être ouvert à les voir, à y croire, etc. Et c'est vrai que ça, je pense que ça arrive quand il t'arrive des expériences, je dirais pas traumatisantes, mais des expériences qui t'ont émotionnellement impacté. Ouais, qui t'ont marqué. Ouais, c'est comme ça que c'est arrivé pour moi. Mais écoute, ça fait déjà 1h20 qu'on enregistre. Donc Marjorie, tu peux voir que Catel a fait plus fort que toi. Elle parle encore plus. Parce qu'elle me disait, moi je parle trop, il faudrait que tu me coupes. Bah non, moi je ne coupe pas. Bah j'allais dire là, tu pourras couper encore plus parce que... Non, je ne couperai rien parce que c'est super intéressant. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui aiment pas les podcasts longs. Moi j'aime ça parce que s'il y a une histoire, j'ai pas envie de te couper. Et encore une fois, je le rappelle à toutes celles et ceux qui nous écoutent, on peut appuyer sur pause et relancer la lecture le lendemain. Là où on s'est arrêté, c'est ok de faire ça, je le fais souvent. Mais voilà, non, moi je n'aime pas couper. Mais je sais pas, avant que je te pose la petite question finale, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu ajouter pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, ou même un petit message que tu as envie de me donner à moi? Bah moi j'aurais vraiment dit suivez votre instinct. Je crois que c'est vraiment un truc que j'ai appris du coup à faire, donc suivez votre instinct, et comme ma petite phrase Instagram l'a si bien dit, on a que le bonheur qu'on se donne. C'est un pote qui m'avait dit ça et ça m'avait vraiment marqué quand il me l'a dit. J'ai trouvé ça hyper joli. Et puis je me suis dit, mais en fait c'est tellement vrai. Enfin, si tu veux pas te donner ce bonheur, tu ne l'auras pas. Donc en fait, si tu décides de te donner du bonheur, en fait, il va t'arriver que des bonnes choses. Donc J'avais entendu il y a plusieurs années, je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, mais c'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est en gros, t'es le héros de ton propre livre. Et si tu veux que ton livre il soit intéressant, c'est à toi de le rendre intéressant parce que c'est toi qui l'écris en fait. Donc il faut arrêter de toujours trouver des excuses sur oui mais il m'est arrivé ça, oui mais moi j'ai pas grandi comme ça. Non, mais en fait il faut arrêter, il faut oser, et il faut se faire confiance dans la vie surtout. Ouais. Et se donner les moyens aussi. Et se donner les moyens, oui, clairement. Et aujourd'hui, avec du recul, tu dirais que c'est quoi la plus grande leçon que tu as appris sur toi-même? Je dirais que c'est qu'il y a... En gros, j'ai pas de limite
finalement. J'ai plus de limites. En fait, je peux faire ce que je veux. Je peux être qui je veux. C'est vraiment ça. C'est en fait, à partir du moment où tu combats un peu tes peurs, tu peux tout faire. Et c'est assez génial de s'en rendre compte. Je pense que moi, j'ai mis vraiment longtemps quand même à m'en rendre compte. Et à me dire, mais en fait, demain, je peux être qui je veux. Si je veux être quelqu'un de complètement différent et si je veux faire quelque chose de complètement différent, eh ben c'est carrément possible. Il suffit de se donner les moyens justement de pouvoir faire les choses et de pas se mettre de limites, de pas se mettre de barrières, et de se dire go, j'y vais, je me donne pour faire ça et voilà. Et en fait c'est trop chouette de se rendre compte de ça, c'est vraiment trop bien. Donc voilà. Peu importe ton niveau d'anglais. Peu importe ton niveau, tu peux tout faire avec un niveau d'anglais très très nul. Tu peux être serveuse dans un pub, tu peux être, tu peux travailler dans tous les pays du monde et genre c'est dingue ce qu'on peut faire avec un niveau d'anglais très très mauvais. C'est ça. C'est fou une fois qu'on se dit on est ses propres limites, donc j'enlève mes limites et j'ose quoi. Super, très beau message, belle leçon en tout cas. C'est-à-dire que souvent on est aussi sa propre barrière quoi. Moi, en tout cas, je l'étais. Arrêtez de se dire que les gens vont pas nous répondre. Ouais, et arrêtez de se dire que les gens ont quelque chose à faire de ce qu'on fait. Parce qu'en fait, les gens s'en foutent. Et du coup, faut faire les choses, quoi. Il faut pas se dire, ah non, faut pas parce que, qu'est-ce qu'on nanana va se dire? Et en fait, les gens, s'ils voient que toi tu vas bien et que tu fais ce que t'as envie, tout ira bien. Et puis les gens, ils font leur vie. Donc, en fait, tu n'es pas la priorité des gens. Donc, arrêtons cette ego trip et et voilà, non, ça, je pense, voilà, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut et il faut s'écouter. Voilà, ça serait vraiment ma petite conclusion à moi-même. Super belle conclusion. N'hésitez pas, toutes celles et ceux qui nous écoutent, je leur répète encore une fois, comme toujours, laissez un petit commentaire sur Spotify. Dites à Catel quelle est pour vous votre plus belle leçon ou quel est peut-être le passage qui vous a le plus marqué sur ce qu'elle vous a partagé. Les commentaires sur Spotify aident énormément à rendre visible cet épisode. Donc si vous pensez que d'autres femmes devraient, ou d'autres hommes d'ailleurs, devraient écouter ce qu'elle a raconté, mettez un petit commentaire, des petits likes, des petits j'aime. Oui, la course au like, au j'aime, au commentaire. On est obligé dans le monde du podcast. Donc voilà, merci à toi Catal d'avoir pris le temps après avoir travaillé aujourd'hui. Et t'as raté l'apéro avec les Français, je le sais. Tu as faim, il y a un billard qui t'attend. Donc on va pas te retenir plus longtemps. C'est pas grave, j'y vais, c'est bon. Ça m'a fait énormément plaisir de faire ta rencontre. Et je suis sûre qu'on va suivre nos aventures respectives et rester en contact. En tout cas, moi, ça me ferait extrêmement plaisir de suivre tes aventures. Donc merci beaucoup à toi de ton partage. Et avec grand plaisir. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.